OM5. Nous sommes en compagnie de Monsieur Kenaz qui expose à la Galerie 3F à Paris. Donc, on va découvrir cet artiste qu'il est, parce qu'apparemment, il est photographe, mais aussi compositeur. Je crois que c'est ça, non? Oui, tout à fait. Alors, comment ça a commencé, cette idée de pouvoir peindre, faire de la photographie? Alors j'ai commencé tout simplement pour mon plaisir, c'était mon loisir du dimanche, et pour faire ma décoration, pour tout vous dire. Bon, et de fil en aiguille, c'est vrai qu'on m'a poussé à me rendre visible parce que les gens ont vu un petit peu ce que j'ai fait, et j'ai un style de photographie qui est un peu différent de ce qui se pratique, dans le sens où je fais des flous. C'est une photographie de peintre, quelque part, c'est un regard de peintre. Pour faire de la photographie, je photographie des scènes de rue comme un peintre, et bon, ça m'a valu d'avoir des prix internationaux, et donc depuis, voilà, j'expose un petit peu partout dans le monde, et aujourd'hui à Montmartre. Et de ce côté, c'est de la composition. Oui, et juste pour dire, il n'y a pas d'intervention derrière, c'est juste la prise de vue. Parce que souvent on me demande si je fais du Photoshop derrière. Non, c'est un shoot de rue. Voilà, encore une fois. Et ici, ce sont des créations numériques, c'est-à-dire que je pars de certaines de mes photos pour la structure, pour le côté couleur, le côté graphisme, et je les déforme, je fais de l'abstrait, comme si je réalisais un tableau, et quand ça me plaît, je m'arrête. Donc ça donne ce type de réalisation. Voilà. Après, je joue avec les supports, soit sur papier d'art, soit sur plaque de Diblon, ça s'appelle de la subigraphie. Et ici, le label s'appelle la digigraphie, donc c'est un label international, Epson. Donc c'est référencé sur le site Digigraphie, et les collectionneurs peuvent savoir à tout moment combien de numéros ont été tirés. Et donc vous exposez un peu partout? Oui. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir exposer à New York, à Shanghai. Là, on est à Paris, à Montmartre. Je suis en galerie à Lisbonne. Je suis en galerie aussi à Paris, artiste permanent. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition. Donc vous avez quand même de bonnes références à ce que je vois. Ça commence. Oui. J'ai gagné 3 prix internationaux l'année dernière. Alors pour conclure, quel serait votre souhait actuellement au point de vue du travail que vous faites? Eh bien, c'est de continuer à me faire plaisir, c'est-à-dire que bon, là je suis très content d'exposer, mais l'objectif aussi c'est de me faire plaisir, c'est de travailler le mouvement, de travailler la vitesse telle que je le fais, la vie dans les tableaux, donc notamment la vie dans la photo, et de continuer, j'allais dire, à m'épanouir, à faire plaisir aux gens à qui ça plaît, voilà. En tout cas, merci. Nous étions en compagnie de M. Kenaz, c'est bien ça, M. Kenaz, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui à la Galerie 3F à Paris. En tout cas, merci, à bientôt et puis bon vent. Bonne soirée. Merci. Nous sommes à la Galerie 3F et pour vous, OM5 a rentré Madame Bourdon-Clémence. Laurence. Laurence. Alors, merci de nous accueillir dans cette galerie pour parler un peu de ce que vous faites. Oui, alors moi je suis artiste peintre, donc je travaille l'acrylique sur toile de lin. Donc mon travail, il est sur ce mur. Là, en fait, ça consiste à peindre en fait ce qui est issu de mon imagination. Donc tous les paysages sont d'un style plutôt plutôt onirique en fait, du domaine du rêve, parce que c'est ce que je souhaite apporter aussi aux personnes qui regardent mes tableaux et qui les apprécient. Et voilà, donc je suis depuis début mars dans le dictionnaire des artistes cotés. Donc voilà. C'est une belle référence. Mais comment c'est venu cette passion? Est-ce que vous le faites depuis toute petite ou il y a un déclic? En fait, de formation, je suis négociatrice en objets d'art et je suis passée en fait de l'autre côté parce que j'ai découvert au cours de ces études que j'étais passionnée par la peinture et les couleurs. Donc voilà, non, c'est venu plutôt à l'âge adulte, même si enfant, j'aimais déjà beaucoup les couleurs. Alors justement, vous exposez comment ça se passe? Est-ce qu'on vous appelle ou c'est vous qui cherchez des gens pour pouvoir exposer vos toiles? Oui, alors en fait, ça se passe de 2 façons. Parce que je reçois des emails de personnes qui ont vu mon travail sur Internet ou en galerie ou lors d'une manifestation culturelle et qui m'appellent en fait en me demandant si je suis disposée, si j'ai envie d'exposer avec eux. Alors je vous laisse le mot de la fin parce que bon, c'est quand même vous l'artiste. Qu'est-ce que vous allez me dire à ceux qui nous regardent sur OM5 aujourd'hui? Moi j'ai envie de leur dire venez voir mes tableaux.
Venez partager mon amour des couleurs et ma passion pour la peinture. Voilà. En tout cas, merci Laurence Bourdon. Donc, et puis je vous dis bon vent et puis peut-être on se reverra sur d'autres cieux, on ne sait jamais, parce que c'est vrai que si vous êtes coté dans ce fameux comment dirais-je, dictionnaire des artistes, ça veut dire que vos peintures sont amenées à être vues de par le monde. Donc je pense qu'on vous verra par la suite. Oui, en fait, voilà, j'ai déjà reçu des prix. Donc à l'international et en France. Donc voilà, ça a pour moi beaucoup d'importance également. Et je pense que ça contribue à me faire connaître. Voilà. Eh bien, merci, travail reconnu. Eh bien, je vous dis bon vent pour la suite et puis à bientôt. Toujours à la Galerie 3F à Montmartre, en compagnie de Madame Christiane Corbel, initiative de ce très beau projet, puisque l'exposition est magnifique, avec différents artistes. Elle va se présenter et puis nous parler un peu pourquoi elle a initié ce projet ici. Alors ce projet correspond à ma passion pour l'art depuis très jeune. Quand j'ai gagné ma vie, j'ai commencé à acquérir des œuvres originales et je défends qu'il est possible d'acquérir des œuvres avec des petits budgets. Voilà. Et dans ma vie, ce sont mes bouquets de fleurs. Et tout naturellement, il m'est venu à l'esprit d'organiser cette exposition d'art plastique et dans cette galerie d'art, mettre à l'honneur des écrivains et notamment la poésie qui est un art majeur et qui est très bien célébré par Tinou Lavital. Et je voulais saluer ce monsieur, ce feu d'artifice, qui est poète, qui est musicien, comme on le sait, écrivain aussi, et très engagé dans la francophonie pour la faire partager et la faire vivre dans le monde entier. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez ici des artistes de ce calibre-là ou c'est pas la première fois, je veux dire? Alors, j'ai fait un essai l'année dernière. Et là, c'est peut-être pas une confirmation, mais en tout cas, c'est déjà plus professionnel. Mon projet étant de mettre en lumière effectivement ces magnifiques artistes que j'ai choisis. D'abord pour l'émotion que j'ai pu avoir face à ces œuvres, et puis les choisir pour les mettre en lumière, mais aussi pour les mettre en lien. Puisqu'il y a différentes inspirations et ça m'a beaucoup intéressée, et de célébrer aussi les sculpteurs que l'on ne célèbre pas assez. C'est comme la poésie, la sculpture, ça donne le là. On sait tout de suite le niveau de l'événement. Voilà. Et je pense que les uns et les autres sont bien entourés, se célèbrent les uns et les autres, je crois, pour notre plus grand bonheur. Voilà. En tout cas, vous nous faites tellement ce plaisir ce soir, même moi qui suis féru d'art, tout ça, quand je vois ça, je ne peux qu'émerveiller. Je suis comme un petit enfant devant un jouet. Alors j'en suis ravie. Le but, c'est, je défends le partage de la beauté. Et la beauté, elle est très subjective. C'est pour ça qu'il y a des expressions différentes pour toucher un public qui a une sensibilité différente. En tout cas, merci à vous, Christiane Corbel, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Votre prénom? Ronnie Jiang. Alors, c'est quand même magnifique de voir que nous, on ne parle pas sa langue, mais elle fait l'effort de parler la nôtre et elle vient exposer un peu ses œuvres à Paris. C'est magnifique, hein? C'est vrai, c'est magnifique. Merci. Mais comment ça a commencé, cette envie de pouvoir exposer vos œuvres à Paris et de parler le français? C'est important, ça. Actuellement, j'habite en France depuis 2008. Et
après 2013, j'ai commencé à faire la peinture et jusqu'à maintenant, je m'exposais un petit peu partout. Première année, je m'exposais surtout à Londres, Vienne et aussi Roumanie une fois. Et depuis l'année dernière, j'ai commencé à focaliser sur Paris. Et j'ai commencé à rejoindre avec l'association. Et c'est comme ça, j'ai rencontré avec Christiane et on fait le projet ensemble. Et voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu avant de vous interviewer, j'ai vu que vos tableaux ont un sens parce que chaque tableau exprime quelque chose que vous ressentez ou la vie de tous les jours. Oui, moi je pense chaque artiste, on a leur propre philosophie et la façon de vivre. Ça reflète dans notre tableau, dans notre travail. Et en ce moment, je fais beaucoup de choses avec le portrait et aussi quelque chose avec l'histoire derrière. Donc, j'ai essayé de... Ce que vous ressentez du fond du cœur, ce qui vient du cœur ou de la vie de tous les jours, ce que vous voyez. Oui, et aussi, par exemple, le livre que j'ai lu quelque part, l'image que j'ai vue quelque part, ça reste dans ma tête. Et vous le reproduisez. Oui, et quand je fais quelque chose, ben, il va sortir tout à coup comme ça. Et ça part toujours comme ça. Alors, je vois qu'il y a ce magnifique tableau. Ça me ressemble un peu à un Picasso. Ça me fait penser à Picasso. Et on voit le petit oiseau. Enfin, pas Picasso, à Dali, je veux dire, pardon. Malaga Fouché, Dali. Il est à côté. Tout à fait, c'est pourquoi. Voilà, Tout à fait, oui. Alors, ça représente quoi ce tableau pour vous? Actuellement, je fais la série pour l'artiste peintre. Et Dali et Picasso, normalement, ils sont avoir son propre style. Donc, quand je veux faire son portrait, je veux faire quelque chose qui ressemble Dali et son style. Donc, Qui le ressemble? Oui, qui le ressemble, pardon. Et je pense, quand je pense à Dali, je toujours pense à son tableau, le pendule fondu. Et quand je veux faire son portrait, je pense pourquoi pas, je fais son portrait comme son tableau. Comme son tableau. Voilà, pour le Picasso, c'est la même. C'est la même chose aussi, oui. Il aime bien disfigurer son personnage. Donc, quand je fais son portrait, je disfigure Picasso, je fais la recherche, je trouve beaucoup de photos de Picasso et je fais... Un genre de montage d'habillage. Oui, voilà. D'habillage. Et puis, j'ai vu aussi, il y a un magnifique tableau là que j'aime bien aussi parce que ça parle, ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme Alice in the Wonderland. Mais actuellement, il y a le centre politique derrière ce tableau-là. Moi, je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens qui toujours cassent quelque chose à son peuple. Et cette lapin, c'est comme Voilà. c'est le politicien. Et ça, c'est comme le knowledge, il casse la vérité. Qui est dans le bocal. C'est la vérité. Il a l'œil, il regarde les gars mentir. Oui. Mais toujours, il y a des gens qui toujours cherchent la vérité. Oui. Voilà, ça, c'est de l'œil. Il y a l'œil qui est là-haut et le petit truc qui est enfermé dans la cage. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour ce travail magnifique que vous faites. Nous sommes accompagnés de Jocelyn Coisy qui était de passage pour le Salon du Livre de Paris, bien sûr, qui vient de la Guadeloupe. Et finalement, il a prolongé son séjour et on se retrouve aujourd'hui dans cette galerie 3F à Montmartre. Il va nous parler de l'artiste qu'il est, puisqu'il est pluriel, je dirais bien, puisqu'il est musicien, il est écrivain, il est poète, et puis que sais-je encore. Alors, Jocelyn, on t'écoute. Oui, alors, je suis ici invité par Christiane et je suis fort heureux qu'elle fasse se croiser tous ces arts ensemble. Et donc, je suis Jocelyn Coisy, musicien, auteur-compositeur de musique, écrivain et poète, et dès mon plus jeune âge. Et donc, j'ai déjà publié 3 livres. Il s'agit du Rhum pour la rosée aux éditions Nestor en Guadeloupe. Et puis, ces 2 bouquins, un recueil de poèmes Parole Guada
aux éditions Edilivre à Seine-Saint-Denis et Une métisse reine de France, encore aux éditions Edilivre. Alors, comme vous avez dû le constater, il a parlé de Guada. Donc, s'il parle de Guada, c'est qu'il vient de la Guadeloupe. Alors, de quelle région de la Guadeloupe, Jocelyn? Je viens de Saint-Claude, au pied de la Soufrière, je vis là. Voilà. Alors, Jocelyn, musicien, donc compositeur, mais musicien, tu joues de quel instrument? Parce que tu as dit que tu étais musicien. Moi, je le sais, mais pour ceux qui nous regardent, ils aimeraient savoir de quel instrument tu joues. Est-ce que tu es chanteur, ou guitariste, ou pianiste, ou autre? Que sais-je? Alors, je ne dis pas que je suis chanteur, je suis une interprète. Bon, et puis je pianote un peu juste pour me permettre de composer. Mais j'ai plus d'une centaine d'œuvres déposées à la SACEM. Alors, donc, comment t'es venue cette passion pour l'écriture? Est-ce que c'est depuis ton jeune âge ou c'est en vieillissant que ça a mûri dans ta tête ou pas? Ah non, depuis l'âge de 13 ans que j'écris sur les bancs de l'école. Des petits poèmes, des petites chansons. Et puis, bon, j'ai déjà sorti des disques aussi, dans les années 80. Et puis, lorsque j'ai pris ma retraite de fonctionnaire de police que j'ai décidé de publier mes œuvres. De te consacrer pleinement à l'écriture, qui est ta première des passions. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre de dire, c'est un don inné. D'ailleurs, j'ai à mon actif en ce moment plus d'une dizaine de manuscrits à l'état d'embryon et qui sont prêts à être publiés. Alors, je crois que tu es quand même, tu représentes quand même aussi, comment dirais-je, la littérature parce que j'écoute française, mais à quel niveau? Eh bien, je suis depuis quelques années délégué régional Antilles-Guyane de l'Académie internationale de Lutèce et de l'Institut Arlette de France. Alors, pour ceux qui entendent le mot Lutèce, Lutèce c'est l'ancien nom de Paris, ça s'appelait Lutèce. Oui. Donc, pour faire beau, on a gardé le mot Lutèce, qui est aussi joli que Paris. Oui. Au premier des 20 ans, même le temps du temps, la jeunesse entre les mains, demain fera demain. Dans sa fureur de vivre et de plaisir être ivre, la rate de l'illusion, le vent quand les passions. On n'était pas né pour compter les années. Allez, on y va! Ni pour rester là, les regarder tourner. Pour traduire en bonheur toutes les données. Des directives que le destin. Qu'est-ce que ça vous fait d'être mise à l'honneur par Madame Christiane Corbel dans une aussi belle galerie? Si j'avais les mots faciles, je crierais merci tant à Christiane par 2 coups de lèvres sur chaque jour, qu'à toute l'assistante qui est là en leur disant merci beaucoup. Alors, autour de Tinou, il y a de beau monde, puisqu'il a invité ses amis. Il y a M. Pierre Doc, il y a aussi Jean Kébo, il y a Justin Kouessi qui est là. Et puis notamment, il a fait appel à son traducteur. Hein? Et lui, avec lui, il faut que ça mousse, parce qu'il s'appelle M. Moussa Fofana. Alors, justement. Pourquoi il faut que ça mousse? C'est parce qu'on a traduit en bambara ma méthode d'apprentissage du français dès la maternelle qui s'appelle Kilito, et il a traduit ça pour les 7 pays qui parlent actuellement bambara. Et en Afrique, et c'est pourquoi que ce soir-là, pour le remercier et pour le coup de pas la pointe qui nous fait mettre dans le sens de la francophonie, il va vous lire ça tout à l'heure, un remerciement, un hommage à la francophonie. Alors, M. Moussa, comment êtes-vous rencontré avec M. Tinou Lavital? Est-ce que c'est par l'écriture ou des connaissances ou le fait du hasard? C'est par la connaissance du nom de Thierry Sinda. Je l'ai connu par l'intermédiaire de Thierry Sinda, qui est l'organisateur des printemps des poètes. Donc c'est celui-là qui me l'a présenté. Et comme moi je suis interprète, traducteur dans les cours de justice en France, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Parce que je connais Thierry Sinda depuis des années. Et il sait aussi que je suis interprète traducteur. C'est comme ça que je l'ai rencontré.
Alors, Monsieur Tino Lavital, qu'est-ce que vous comptez nous dire ce soir? Parce que je sais que vous êtes un mec qui est bourré de talent, on pourrait dire ça comme ça, vulgairement bourré de talent. Qu'est-ce que vous voulez à nous dire ce soir? Eh bien, avant de vous remercier avec ma guitare pour vous mettre un petit peu de joie tout à l'heure avec des chansons, je vous rappelle à tous que j'ai créé cette méthode Kilito pour la transmission de l'apprentissage du français dans toute la francophonie. Ensuite, cette méthode a été traduite non seulement en bambara par mon ami Moussa, mais en braille. Et voici la méthode. On regarde tout à l'heure tout ça. Oui, donc, oui, en braille, en créole haïtien, en anglais, en italien. Et c'est en train de se traduire en créole guadeloupéen. Donc on veut faire quelque chose qui puisse satisfaire tous les enfants, parce que pour moi, pour bien parler, il faut commencer à apprendre très tôt, et c'est pourquoi ça s'appelle Kilito. Alors, comment c'est venu cette envie de pouvoir œuvrer dans ce sens-là pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire? Moi, j'avais des enfants à qui j'apprenais à lire très tôt chez moi. Et le dernier fils, Jean-Joël, quand je l'ai présenté à la maternelle, une dame qui s'appelait Madame Pomadé m'a dit « Mais monsieur, vous avez fait notre boulot ?» J'ai dit « Comment ?» Mais il me dit « Votre fils sait déjà lire et il n'est même pas encore entré à l'école. » Parce que ce jour-là, il avait fait une liste, la liste des enfants, et mon fils l'a lu pour elle. Alors, ça m'a donné, elle m'a dit, mais continuez, il y a qu'à travailler la méthode et amenez-la moi. Et à l'encouragement de cette dame m'a fait commencer la méthode. Ensuite, je l'ai présenté à l'Éducation nationale, et monsieur, et le ministre d'alors, qui était Luc Châtel, m'a donné un satisfecit très encourageant que votre méthode répondait à l'apprentissage du français. Alors, depuis, je me suis attelé à essayer de le faire accepter, et je pense qu'avec l'encouragement de l'OIF maintenant, et hier j'étais avec la dame de la culture de la maison et du ministère de la Culture qui est en relation avec l'OIF, ils veulent me donner un petit coup de main pour que ça fasse le chemin désiré. Alors on a connu Tino musicien, on a connu Tino le poète, Tino l'écrivain, Tino le disquaire, Tino le producteur, et maintenant il faut compter avec Tino l'écrivain et celui qui fait évoluer et comment dirais-je, qu'il n'y ait plus d'illettrés en Afrique ou dans le monde. Et voilà, ça s'appelle. C'est pour ça qu'il a créé l'édition Kilito. Et pour pouvoir mettre ça en place, il a fait le pôle Kilito qui va réunir un spécialiste de l'instruction et un gars bien, des gens comme Fofana, comme Moussa. Il y aura un gars de chaque pays francophone dans le pôle Kilito pour qu'on ait une force, une vraie force. En tout cas, M. Tino Lavital, merci infiniment. Et puis donc, on espère vous retrouver à très bientôt pour d'autres, je pense, parce que je crois que vous en avez encore dans la tête. Hein. Eh bien, j'aimerais seulement pas les avoir dans la tête, je pourrais les avoir dans les mains des enfants. Mais il faut prier Dieu pour que ça se fasse. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Ça se fera parce que les gens qui sont ici sont en train de me donner un coup de main. Christiane, qui est ma marraine, est en train de me pousser. Ma femme, qui est en même temps canne blanche et négresse. Pilotin, qui est à la télé, qui me suit partout. Je suis entouré des gens comme Pierre Docle, qui, si je vous dis sa panoplie, vous allez dire que ce n'est pas un homme, c'est un dictionnaire. Il a fait tellement de choses. Et puis il y a Jacques Ebro aussi. Et il y a Jacques Ebro, qui au point de vue musique, vous chantez, il vous écrit pendant que vous chantez. Et puis il joue la trompette comme jamais vous avez pu entendre.